Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. En l'absence de majorité à l'Assemblée, le Premier ministre François Bayrou a utilisé le 49.3 pour faire adopter le budget 2025, ce après un accord conclu entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire. Réaction au micro de O-News Paris de 3 députés ultramarins, Béatrice Bellet, députée de la Martinique pour la Guadeloupe, Christian Baptiste qui a voté la motion de censure et Max Bastiazin qui ne l'a pas votée. Nous sommes avec la députée Mme Bellet ici à l'Assemblée nationale. Alors, une question, évidemment, le 49.3, le budget pour l'outre-mer, ce budget qui a été voté, une réaction par rapport à ce budget? Il est en augmentation. Nous avons malgré tout dans cette période de négociation réussi à maintenir voire augmenter sur un certain nombre de dispositifs le budget, à voir très concrètement les budgets de financement de la reconstruction de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie se mettre en œuvre. Hier encore en réunion avec le ministre des Outre-mer que j'ai interpellé directement sur la disparition entre la commission mixte paritaire et le 49.3 d'une dotation pour la Martinique et l'aide aux entreprises en Martinique. Il m'a assuré en effet que dans d'autres dispositifs, notamment le dispositif de l'ADOM et d'autres dispositifs d'aide aux entreprises, nous allions recouvrer une partie des fonds qui avaient disparu entre la CMP et le 49.3. Bref, le ministre s'est engagé, il doit m'écrire dans 3 jours, je vous ferai tenir le courrier qu'il me transmettra, sur lequel je lui demande des engagements sur ces financements, des engagements sur la continuité territoriale, des engagements également sur l'éducation, sur les moyens dont nous avons besoin, et des engagements évidemment sur la vie chère, puisque vous savez que dans le cadre de la niche parlementaire des socialistes, nous avons réussi à faire adopter à l'unanimité une loi d'urgence qui ne résout pas tout, qui est juste un pied dans la porte. Il fallait ouvrir cette porte. Désormais, il va falloir la maintenir ouverte et agrandir son ouverture. Donc, ce que j'ai demandé au ministre et ce à quoi il s'est engagé, c'est à soutenir la proposition de loi également portée par Victorin Lurel au Sénat et à faire également un projet de loi qui reprendra nos propres propositions de loi et viendra enrichir une loi beaucoup plus large de lutte contre la vie chère dans les pays des océans. Donc, c'est cela le combat que nous avons, nous, décidé de mener, les socialistes, c'est d'être utile, de faire avancer les choses, de mettre la pression aussi sur le gouvernement, sur les attentes qui sont celles de nos peuples et de nos territoires. Et j'ose croire, j'attendrai et je vais inciter à ce que le courrier m'arrive rapidement. Et si je ne le vois pas venir, je reviendrai à la charge. Mais en tout cas, j'ai sollicité du ministre des engagements écrits et il s'est engagé à me les fournir. Revenons un petit peu sur ce budget avec la taxe Chirac pour augmentation du billet d'avion pour les continuités territoriales. Est-ce que ça va s'appliquer? Malheureusement, oui. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à sauver de cette taxe aérienne les pays des océans dits territoires d'outre-mer. Mais c'est aussi un point que j'ai vu avec le ministre et sur lequel je lui demande maintenant de prendre une position. Pourquoi? Parce que non seulement nous sommes taxés, mais en plus nous ne sommes pas aidés. Bon, aujourd'hui, un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Guyanais, un Réunionnais, un Calédonien qui veut sortir de chez lui, il doit payer 100% de la charge de son déplacement. Là où un Corse, et je salue le génie de nos compatriotes corses. Bon, mais la réalité, c'est que les Corses aujourd'hui ont près de 240 millions. Ils sont 341 000 habitants. Ils ont 240 millions quasiment pour pouvoir aujourd'hui financer le déplacement maritime et aérien de leurs compatriotes. Bon, sur tous les pays des océans dits d'outre-mer, tous, entre 2,4 et 2,7 millions d'habitants. On a à peine 70 millions d'euros. De qui se moque-t-on? Donc moi, très clairement, j'ai dit ça au ministre, c'est une posture colonialiste. D'accord? C'est une posture colonialiste dont il faut sortir. Il n'est
inadmissible qu'aujourd'hui, les habitants des pays des océans soient obligés de payer leur transport interrégional, de le payer entièrement. Partout en France, le transport interrégional est financé ou cofinancé par les services publics et singulièrement par l'État. Il ne nous revient pas de payer le rail et il ne nous revient pas de payer le verdissement de toutes les flottes aériennes françaises. Il faut arrêter avec ça. Là, ça suffit et nous sommes disposés, le groupe socialiste, à engager des mesures sur la rupture d'égalité et à engager également des mesures sur le fait anticonstitutionnel qui fait que nous n'avons pas de droit à la mobilité. L'État ne s'organise pas pour que nous ayons un droit à la mobilité. Or, c'est un droit constitutionnel. Voilà. Donc, cette histoire va devoir se régler et la justice sociale, économique sur ces dossiers va devoir être appliquée. Évidemment, nous allons parler de budget. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas voté la censure. Pourquoi cette décision? Qui ont voté la censure, pardon, qui ont voté la censure. C'est une décision tout à fait logique. Dans vos micros, dans vos colonnes, j'ai toujours, dès le départ, j'ai toujours dénoncé la politique de Macron, déjà. Ensuite, on a vu les résultats en 2022, où il n'y a pas eu de majorité absolue, 2024, où encore nous avons continué à avoir cette politique, cette coalition macroniste de droite. Et donc, on y est toujours. Bon, je vois que j'étais sur la loi, on est en train de discuter de la loi de Mayotte, et je crois que M. Darmanin, ministre actuellement, garde des Sceaux, dit voilà, mais nous avons fait, c'est cette majorité ici. Quelle majorité ici qui existe? Voilà. Donc, c'est bien pour vous montrer que inconsciemment, c'est que voilà. Donc, bon, évidemment, moi j'ai une posture et j'ai des convictions. Et c'est à partir de ces convictions. Mais au-delà de ça... Vous êtes senti seul quand même pour une telle décision? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'avais pas de pression. Je n'avais pas de... justement, lorsqu'on prend une décision, il faut la prendre seul. Et ne pas forcément dire, voilà, oui, le groupe socialiste auquel j'appartiens, dont je suis apparenté, oui, je dis, ouais, je suis comme un seul homme. Mais justement, cette décision, il faut savoir et la prendre seule. Et la prendre seule, c'est être aussi en accord avec sa conscience, en accord avec ses convictions, en accord avec aussi ce qu'on croit. Bien que le groupe socialiste est résolument dans l'opposition. Le groupe socialiste reconnaît que ce budget n'est pas bon. Bon, mais je crois qu'à un moment donné aussi, il faut marquer. Je rappelle, justement, pour être toujours dans ma logique et en accord avec mes principes, j'ai voté une motion que le Rassemblement national avait présentée. C'est vrai que le groupe socialiste, en tout cas la gauche, disent oui, là, quand c'est le Rassemblement national, je ne mélange pas mes voix. Mais je ne mélange pas mes voix non plus à ceux du Rassemblement national, c'est ma voix. Et j'estimais qu'il fallait marquer mon opposition sur un sujet à cette époque-là. Bon, c'est le Rassemblement national qui a présenté cette motion, donc j'ai voté effectivement pour bien marquer mon opposition. Je crois qu'à un moment donné, il faut bien marquer cette opposition, d'autant plus que la politique, le résultat, il est là. Hein. Je suis effectivement rapporteur de la mission Outre-mer. Sur le budget Outre-mer, on a vu, premièrement, comment il fallait se battre d'accord pour faire en sorte que ce budget soit à peu près à l'instar de la loi de finances initiale 2024, mais qui plus est, on a voulu effectivement discuter, on a voulu négocier, on a voulu être dans la concertation. Bon, mais quand on vous dit oui, mais nous allons tenir compte des montants spécifiques pour Mayotte et pour la Calédonie, mais en dehors du budget Outre-mer, et puis à l'arrivée, on constate que ces sommes font partie du budget Outre-mer, et ce sont ces sommes qui viennent en fait purement et simplement gonfler et retrouver l'équilibre. Donc déjà, ce n'est pas sérieux. Donc bon, je pense que lorsqu'on se fout de votre tête, à un moment donné, il faut rapidement se ressaisir. Et je pense que c'est exactement ce que j'ai fait. Et je crois que même si il y avait l'hypothèse de dire, en tout cas l'argument de dire oui, mais il faut que la France ait un budget. Oui, d'accord, il faut que la France ait un budget, mais la France aura toujours un budget. En tout état de cause, je crois que lorsqu'il faut marquer le coup, il faut marquer le coup. Mais néanmoins, je continuerai à dire qu'il y a un certain mépris, notamment par rapport à des territoires océaniques, et nous serons toujours debout par rapport à ça. Et je ne me suis pas du tout senti seul. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que je me suis fait l'écho
de l'électoral, de la souveraineté populaire. Donc on n'est pas seul. Et le retour que j'ai, justement, beaucoup de retours que j'ai eu pour me donner raison dans ma démarche. Et je crois que d'autres élus, rapidement d'ailleurs, maintenant vont dire oui, mais la prochaine motion, nous allons voter. Mais il fallait déjà marquer le coup dès maintenant. Avec moi, Max Mathiazin, ici à l'Assemblée pour un colloque sur le thème de l'inceste des Outre-mer. Mais évidemment, il faut parler du budget, ce budget qui a été voté par le biais du 49.3, que une motion de censure que M. Mathiazin n'a pas voté. Alors, vos impressions sur ce budget, on dit qu'on l'a voté, c'est un bon, il est moyen, il n'est pas. Alors pourquoi on ne peut aujourd'hui, à première vue, lorsque je regarde les éléments, l'amendement du gouvernement qui reprend les éléments notamment de dépenses du budget, on ne peut pas dire que ce soit un budget satisfaisant. Mais compte tenu du contexte actuel, où depuis que nous avons été réélus en 2024, où nous avons fonctionné de façon chaotique, je dirais erratique, et donc on n'a pas fait grand-chose. On a l'impression que nous ne terminons, compte tenu des débats qui n'aboutissent pas, compte tenu des oppositions extrêmement fermes, on a l'impression que depuis la dissolution dont tout le monde a déjà parlé, et qui était mal à propos pour le moins, eh bien j'ai l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Eh bien moi, quand je prends l'avion pour venir ici à Paris, et je pars avec un certain nombre d'éléments qui constituent des manquements, des besoins, des revendications, bref, des choses sur lesquelles les Guadeloupéens et dont les Guadeloupéens espèrent. Et les choses n'avancent pas. Donc, la première motion de censure, je ne l'avais pas votée, vous vous en souvenez. Parmi les 4 parlementaires guadeloupéens, je suis le seul à ne l'avoir pas votée parce que j'ai estimé, pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai estimé que s'associer comme ça au Rassemblement national, alors que nous étions, en tout cas la gauche, le nouveau Fonds républicain était aux antipodes de ces idées, c'était une confusion qui cachait autre chose qu'un intérêt immédiat, mais qui était un intérêt que j'ai estimé à plus long terme, qui consistait à chacun de se positionner en vue, ils en parlent d'ailleurs tout le temps, d'une élection présidentielle anticipée future. Et donc, moi, je n'ai pas voulu participer à cela, puisque ce n'est pas mon objectif dans la mesure où je suis et je demeure un député indépendant, et notre groupe s'appelle précisément LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Le deuxième élément, c'est que, au fond, quand j'ai constaté comment ça se met une forme de pagaille au sein de la société guadeloupéenne, les chefs d'entreprise qui se plaignaient, les impôts, s'il n'y avait pas de budget, les impôts qui allaient augmenter pour bon nombre de Guadeloupéens, des personnes qui n'avaient jamais payé d'impôts qui allaient entrer dans l'impôt, et les tickets restaurants dont on ne pouvait plus se servir parce que pour faire des courses ordinaires. Bref, le préfet qui me disait qu'il n'avait pas la possibilité de verser les subventions nécessaires puisque rien n'était fait, j'estimais qu'il fallait prendre la voie de la raison puisqu'on peut continuer longtemps comme ça. Alors évidemment, ce sont des conceptions politiques, ce sont des conceptions voire économiques qui s'affrontent. Les uns disent qu'il faut réduire la dette et ça c'est le point de vue, ça a été le point de vue de M. Barnier et ça a été le point de vue de Bayrou, qui disent qu'il faut réduire la dette parce que sinon la France va se trouver à chaque fois dans une forme de dégradation et que de toute façon, avec le temps, on peut laisser courir le temps, mais il semblerait, et même il est certain, qu'il va bien falloir payer ce déficit et cette dette. Les autres disaient non, on peut laisser filer la dépense, puisque selon le point de vue de certains économistes, plus on va faire de dépenses, plus ça va donner des activités, ça va générer des activités, des grands travaux et autres, qui vont créer des emplois, donc qui vont créer des revenus, y compris des revenus pour l'État. Je sais que probablement la solution est entre les deux, mais il n'y a pas un terrain d'entente là-dessus. Par conséquent, je me suis dit qu'il vaut mieux, dans ce tumulte, donner une visibilité à la Guadeloupe et donner une visibilité à ceux qui attendent, y compris, mais donc on s'est battu, et je ne suis pas le seul, on s'est battu sur tous les points où on pouvait le faire, notamment sur la question de la conservation du budget des Outre-mer.
Mais quand je constate et je regarde, si vous voulez, les lignes budgétaires, etc., je constate tout de même que toutes les promesses n'ont pas été tenues. Par exemple, sur la question de Lesquelles ? Je prends un exemple sur la question de l'augmentation du prix, pas du prix des billets d'avion, mais de la taxe sur le prix des billets d'avion qui entraîne ipso facto une augmentation du prix des billets d'avion que les Guadeloupéens contestent, que les Antillais, que les Ultramarins contestent profondément. C'est un élément extrêmement important dans la mesure où l'éloignement avec le continent, du fait que nous ayons de plus en plus de parents, d'enfants, etc., qui sont dans une, je dirais, dans une vague ou dans une génération qui a été contrainte de quitter le pays, eh bien les gens ont besoin de voyager. L'autre jour, j'ai voyagé avec une dame qui me dit qu'elle va voir ses enfants, une jeune retraitée, et je lui dis à l'arrivée, combien d'enfants avez-vous? Elle me dit, j'en ai 6. Et où sont-ils? Tous, ils sont dans l'Hexagone. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable besoin. Et le fait que le gouvernement dise, ah oui, on va compenser par les 14 millions supplémentaires que nous allons donner, octroyés à la DOM, ben, ça ne fait pas le compte. Et si on doit comparer la continuité territoriale entre la Guadeloupe et la Corse, on voit qu'il y a une différence. Je crois que pour la Corse, c'est 50 millions. Donc il y a tellement... Donc vous dites bien ce soir que le budget d'outre-mer a été victime quand même de ce 49.3 quelque part. Oui, d'une certaine manière, comme tous les budgets. Maintenant, il faut voir un peu à l'usage. C'est-à-dire qu'on nous répond depuis plusieurs années, le budget n'a pas été entièrement consommé parce que vous n'avez pas l'ingénierie. Ça, c'est le fait bateau. Mais nous serons extrêmement attentifs, et l'année qui va s'écouler va aller très vite, nous serons attentifs. Je suis attentif aussi à la question de la vie chère, comme tous, dans la mesure où M. Valls, qui semble avoir compris le problème, dit qu'il s'agit d'un système ancestral qui génère ces disparités et ces prix exorbitants qui vont jusqu'à 40%, 50%, parce que 40% c'est une moyenne. Mais donc, par conséquent, il faut qu'on continue à se battre là-dessus. Et puis, il y a des problèmes structurels. Comment expliquer que dans un pays comme la Guadeloupe, nous ayons 16% d'analphabètes? C'est-à-dire, on parle d'illettrisme, mais d'analphabètes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, soit pas assimilé l'alphabétisation, ou simplement ne savent pas lire et écrire, donc ne savent pas se défendre à l'heure où tout se fait par le numérique, où tout se fait par l'intelligence artificielle. Donc il y a des combats à mener, mais ces combats-là ne sont pas seulement le combat que des députés ou des sénateurs envers le gouvernement. C'est aussi nous, sur le terrain, en Guadeloupe, avec les compétences que nous avons, que ce soit au niveau régional, au niveau du département, au niveau peut-être communal, même si la commune a moins de compétences, mais la commune a une compétence générale dans tous les domaines. Comment on fait pour réorienter, donner un sens à l'économie? Parce qu'on parle beaucoup du social, on verse beaucoup d'aide sociale, mais c'est l'économie qui permet justement de donner un sens, une direction, une planification en vertu du fait que ce sont les moyens qui sont à notre disposition et la manière dont nous les dépensons qui sont principaux. O News Radio sur outremernews.fr.